Alors aujourd'hui, ça c'est une transition magnifique, hein, l'élément qu'on vient d'avoir pour parler maintenant avec Cédric Lombardo d'agroécologie pour la lutte contre les changements climatiques en Afrique. Vous voyez qu'il y a une certaine homogénéité, hein, on dit ça en toute humilité. Alors, le planteur a plusieurs alliés, on ne le dira jamais assez. Il y a le climat, il y a la pluie, il y a les températures, mais aussi les abeilles, voilà, les vers de terre, les termites, les travailleurs invisibles de ces champs. Mais voilà, les alliances changent. Attention, mesdames et messieurs, avec pour cause le changement climatique, la déforestation et puis l'épuisement des sols. Parce que, oui, mesdames et messieurs, les sols aussi ont une vie, les sols se fatiguent, les sols naissent, vivent et meurent. Il faut l'adapter. Le paysan a conscience de ces changements et se demande comment s'adapter à ces changements. Première question. Et puis comment produire tout en protégeant les alliances par rapport à l'environnement. C'est toute la thématique autour de laquelle va graviter ce rendez-vous aujourd'hui avec notre très cher Cédric Lombardo. Cédric, bonjour. Bonjour. Alors, que renferme la notion d'agroécologie? Première question. L'agroécologie, ça va être une stratégie d'agriculture qui va vouloir être conforme ou qui va vouloir, comme vous le disiez si bien, s'allier à l'écologie, s'allier à la vie de la terre, s'allier à l'environnement, les pluies, etc. Et ça va être une stratégie qui va devoir s'appuyer non pas sur des éléments de chimie, comme on connaît depuis, j'ai envie de dire, la révolution verte dans les années 70, mais qui va plutôt essayer de travailler sur les éléments du vivant et non pas sur de la chimie synthétique. Voilà. D'accord. Et on va toujours s'arrimer par rapport aux travaux de la journée, des journées africaines de la transition écologique et savoir si cette méthode de production est-elle nouvelle. Alors, elle est absolument pas nouvelle parce que il y a deux agricultures que l'on peut opposer. Il y a une agriculture qui est traditionnelle, qui est ancestrale, j'ai envie de dire, parce que l'on soit en Afrique ou que l'on soit en Europe ou même aux États-Unis, il y avait toujours des stratégies pour travailler avec la terre, puisque à cette époque-là, les engrais chimiques n'existaient pas, les pesticides chimiques n'existaient pas. Donc, il y a un véritable savoir-faire. Puis, après la Seconde Guerre mondiale, on a commencé à développer justement ce qu'on appelle les engrais de synthèse pour que les plantes puissent accéder plus rapidement à la nourriture. Et c'est là vraiment où il y a eu un grand changement dans l'agriculture. Et c'est un petit peu ça maintenant qu'il faut que nous corrigions aujourd'hui. Alors, on sait, hein, c'est un secret de Polichinelle, que l'Afrique subit de plus en plus les effets de l'environnement, surtout avec l'effet papillon de tout ce qui est fait ailleurs. Alors, de quel soutien financier disposent nos paysans pour l'agroécologie? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place? Alors, il y a des choses qui se passent. On peut regretter un petit peu que ça soit insuffisant, parce que moi, vous savez, je suis toujours un nostalgique de l'ancien temps. On avait la SATMACI qui encadrait le paysan, qui faisait un petit peu cet effort-là, et qui a permis à la Côte d'Ivoire de devenir le numéro 1 mondial de la production de cacao. Aujourd'hui, ces efforts sont beaucoup moins présents, mais ça ne veut pas dire qu'ils soient totalement absents. Et lors des journées africaines sur la transition écologique, on a pu apprécier notamment l'intervention de l'Agence française de développement, qui est le premier élément vidéo qu'on va vous présenter ce matin, qui montre comment l'État et ses partenaires internationaux travaillent justement pour une nouvelle agriculture conforme aux enjeux du changement climatique. Premier élément de ce matin, le soutien des partenaires internationaux. Donc là, on a tout un panel d'appui avec le ministère de l'Agriculture sur les filières vivrières, filières d'exportation aussi dans le nord avec la filière coton et je le mentionnais via les collectivités locales, des actions au niveau des régions. Donc, des actions d'accompagnement aux filières sur des projets, disons, d'appui à l'agriculture plus classiques, mais dans lesquels on peut identifier à chaque fois des actions qui permettent l'adaptation via des techniques d'agroécologie, d'agroforesterie, de meilleure rétention de l'eau dans le sol, etc. Donc, nos interventions dans le secteur de l'agriculture prennent de plus en plus, je dirais, une orientation vers ces questions de résilience au changement climatique. Alors, Cédric, ces projets d'appui à la transition agroécologique sont-ils suffisamment vulgarisés en zone rurale? Non. On va être brutal. Ils ont avant toute chose, ils ont le mérite d'exister. Moi, vous savez, je suis un éternel optimiste et ils ont le mérite d'exister. On voit que ces actions se renforcent. Malheureusement, quand on calcule le nombre de planteurs que nous avons, je prends dans le cacao, 400 000, entre 400 000 et 800 000 planteurs, vous voyez déjà, on ne maîtrise pas tout à fait les chiffres. Il faut être capable de tous les accompagner. Alors, malheureusement, nous n'avons que des pilotes de démonstration qui sont mis en œuvre, des stratégies d'accompagnement qui sont mises en œuvre, mais elles sont largement insuffisantes par rapport à la quantité de paysans qu'il faut maintenant accompagner face au changement climatique, face aux enjeux de développement durable. Et si on parlait un peu du secteur privé, ça c'est très important aussi dans tout ce qui est nomenclature de la lutte. Est-ce que ce secteur privé est fortement impliqué dans la mise en œuvre de l'agroécologie?
Alors le secteur privé, c'est une bonne question parce que dans le secteur privé, il faut qu'on regarde deux acteurs. Il faut qu'on regarde ceux qui sont actifs en termes de plantation et ceux qui sont plutôt les transformateurs entre guillemets de nos matières premières. C'est vrai qu'ils ont largement conscience des enjeux de changement climatique. Ils ont parfois leur propre surface agricole et pour eux c'est un petit peu difficile parce qu'ils ont des formules mathématiques qu'ils mettent en place. Il me faut tant d'azote, tant de potasse, tant de ceci, cela et ils ont un petit peu peur de changer ces formules pour ne pas modifier leur productivité parce que derrière c'est leur rémunération qui va rentrer en jeu. De l'autre côté, il faut accompagner le paysan. Donc je dirais qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience, mais sur le terrain, ils sont insuffisamment présents pour accompagner vers de nouvelles pratiques. On observe de petites actions, on observe de petites choses, mais de nouveau, c'est largement insuffisant par rapport à l'immensité de la population rurale de Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui est le plus important, accompagner les planteurs qui, eux, sont sur le terrain. Et parlons toujours d'accompagnement et d'actions à mettre en place sur le terrain. Quel doit être le rôle de l'État pour la promotion de cette technologie d'écologie? Alors, le rôle de l'État, il est un petit peu difficile parce que les choses ont changé, excusez-moi. L'État est avant tout un régulateur, mais il ne peut pas imposer certaines techniques. D'accord? Donc il ne peut que les encourager. Il est aussi, j'ai envie de dire, un développeur. Ça veut dire qu'on a besoin d'une recherche scientifique sur le terrain. On a des projets comme le FIRCA qui sont conduits par l'État de Côte d'Ivoire, qui sont vraiment extrêmement intéressants. Donc il peut donner des pistes, il peut donner des orientations, mais aujourd'hui il n'est plus comme dans le passé, quand on parlait de la SATMACI à l'époque de Félix Houphouët-Boigny, le président de la Côte d'Ivoire, il n'est plus aussi présent sur le terrain qu'il l'était. Et aujourd'hui c'est vraiment cette alliance qu'il faut que l'on regarde. Il faut qu'il arrive à mieux orienter la politique des agricoles, excusez-moi, au niveau de l'agro-industrie, mais il faut aussi qu'il soit un peu plus présent au niveau du paysan. Et de nouveau, comme le disait Marcelin il y a quelques semaines, l'argent est le nerf de l'environnement. Alors, il est 6h50, nous sommes en 2019. Cédric, concrètement, que faut-il aux paysans pour en même temps penser à sa production, à l'amélioration de sa production et penser aussi au respect de l'environnement? Est-ce que le paysan de Diekabo de Mbato chez moi a ce luxe-là, peut se payer ce luxe-là? La difficulté pour lui, ça va être déjà, comme on l'a dit, il faut être capable de travailler un petit peu sur les sols. Et puis il y a une autre question qui va se poser, c'est l'accès un petit peu aux ressources. Donc une des ressources qui est importante, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle le mix fertilisant. On ne peut pas bannir la fertilisation chimique du jour au lendemain, elle a quand même une certaine nécessité, mais il faut trouver un petit peu une alliance entre la fertilisation organique et la fertilisation chimique. Et c'est justement le deuxième élément qu'on voulait vous présenter ce matin, qui était une intervention de AGRA, qui est une grande ONG sur la nouvelle révolution agricole que nous attendons. Donc c'est le deuxième élément de ce matin sur le mix fertilisant, comment travailler justement la fertilisation des sols. L'utilisation des engrais chimiques appropriés, associés à la matière organique. Parce que nous disons on ne peut pas utiliser les engrais chimiques sans la matière organique. Cela permettrait d'augmenter la productivité. Cela pourrait aussi profiter à l'environnement en réduisant la pression pour convertir les forêts en terres agricoles. Cela pourrait également augmenter la production de la biomasse qui permettrait ainsi d'augmenter la teneur en carbone organique au niveau du sol. Et nous disons que l'utilisation appropriée des engrais permettrait de réduire les émissions en carbone parce que certains estiment que non seulement l'utilisation, mais aussi la production d'engrais joue énormément sur les émissions de gaz. Mais nous disons que son utilisation, avec tous les effets dont je venais de parler, permettrait de réduire cette tendance. D'accord. Là, au moins, on a une solution qui est bien concrète concernant ce mix fertilisant-là. Mais qu'est-ce qui oppose l'écologie et les engrais chimiques? Eh bien, l'écologie, c'est qu'une plante, entre guillemets, quand elle va absorber les éléments nutritifs dont elle a besoin, elle ne va pas les trouver directement dans le sol présent. Enfin, plutôt si. Vous avez une chaîne de bactéries qui vont se mettre en place, qui vont décomposer le bois, qui vont décomposer les feuilles, qui vont les manger, etc. Et puis de la feuille verte qui tombe par terre jusqu'à la nourriture disponible pour la plante, il y a une chaîne qui se met en place. Ça, c'est la vie du sol, ce sur quoi les plantes ont l'habitude de travailler. Ensuite, on a apporté les engrais chimiques. Et là, l'élément était directement accessible. La difficulté que nous rencontrons, c'est que si ces engrais chimiques sont mal dosés, mal appliqués, etc., en fait, ils vont tuer la vie dans le sol. Et vous aurez un sol qui va devenir stérile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye de dire...
ne travaillez pas seulement sur la fertilisation chimique, et essayez d'équilibrer un petit peu certains éléments, d'autant plus que quand vous ne travaillez que sur les engrais purs, NPK traditionnels, vous allez manquer de calcium, vous allez manquer d'autres éléments pour les plantes. Donc, ça n'est pas que dans la chimie que vous trouverez la réponse. Équilibrez un petit peu pour donner un peu plus de vie à ce sol. Alors, on parle d'engrais organiques. Est-ce que ça fait tout de suite indubitablement penser à un coût supplémentaire pour les paysans? C'est d'un côté. Puis de l'autre côté, à part le sol et la fertilisation, sur quoi d'autre on peut travailler pour avoir des résultats concrets? Oui. Alors, la première question, c'est le coût de l'engrais organique. Mais en fait, l'engrais organique, le paysan, il le connaît par cœur. C'est quand il fait du compostage, quand il décide de récupérer du bois, des feuilles, etc., il va les mettre à composter. Et c'est là où il va justement créer cette chaîne vivante qui va transformer directement les feuilles mortes en éléments assimilables pour la terre. C'est un temps de travail supplémentaire, mais ce temps de travail supplémentaire, entre guillemets, est aussi une économie, puisque s'il travaille sur la fertilisation organique, il n'aura pas besoin d'acheter des engrais chimiques. Donc là, l'encouragement qui est fait par Agra, c'est de trouver l'équilibre entre la chimie et l'organique, et c'est quelque chose que le paysan sait très bien faire. Mais dans les deux cas, nous avons toujours une même difficulté. Un sol a besoin de quelque chose, une plante a besoin de quelque chose, et ces deux solutions, si elles sont totalement séparées, peuvent manquer de réponse par rapport aux besoins en calcium ou autres de nos plantes. Ça, c'était la première. Il y avait une deuxième question qui était liée à ça, c'était, excusez-moi Marcelin. À part le sol et la fertilisation. À part le sol et la fertilisation. On peut agir sur quoi d'autre? Alors, on peut agir sur les semences, on peut agir sur les graines. Et c'est justement encore une autre intervention qui était intéressante de la part de Agra, cette grande ONG qui avait été lancée par Kofi Annan en son temps, paix à son âme. Et eux, justement, ils proposent de travailler sur l'amélioration des semences, comment avoir des graines qui soient beaucoup plus résistantes par rapport aux enjeux de changement climatique que nous avons maintenant. Donc, troisième élément de vidéo de ce matin. Il y a d'autres technologies autres que l'engrais, autres que la fertilisation. C'est d'avoir des semences de qualité, des semences appropriées. Et Agra a travaillé avec des instituts de recherche. Agra n'intervient pas directement, mais soutient les organisations locales, soutient les gouvernements, soutient le secteur privé. Et là, nous avons travaillé avec les instituts de recherche dans beaucoup de pays à développer des variétés spécifiques, des variétés résistantes aux maladies, mais aussi des variétés résistantes à la sécheresse pour pouvoir augmenter la productivité, pour pouvoir assurer la sécurité alimentaire qui est l'un de nos grands objectifs. Et à ce jour, grâce à l'accompagnement, il y a plus de 500 variétés améliorées qui ont été développées. Non seulement développées, mais aussi travailler avec le secteur privé, les compagnies semencières, pour pouvoir justement approvisionner les producteurs sur ces questions de semences. Parce que l'une chose, comme je le disais tout à l'heure, une chose est de développer, mais une autre chose est de pouvoir amener la technologie au niveau des producteurs, une autre est de pouvoir les accompagner à l'adopter. Alors Cédric, comment le planteur peut-il changer le climat dans sa plantation avec tout ce qu'on entend? Oui, c'est aussi un autre facteur, parce que là on voyait qu'il s'agissait donc d'agir sur les semences, d'agir un petit peu sur les graines. Alors je vous rassure tout de suite, on n'est pas en train de parler d'organismes génétiquement modifiés, ça c'est un point qui est important. On essaie de travailler sur des graines qui soient normales. Après, il va se poser la question, il y a deux questions. Premièrement, quand est-ce que ça va arriver vraiment entre les mains des planteurs? Et puis deuxième question, c'est ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Mais là, on laissera ce débat pour beaucoup plus tard. Maintenant, une fois qu'on sait comment travailler sur les sols, une fois qu'on sait comment travailler sur les plantes, il y a aussi autre chose que le paysan peut faire, c'est aussi créer son propre climat. Et pour créer son propre climat, il va falloir sur sa plantation, il va falloir qu'il réfléchisse avec différentes essences. Et là, maintenant, on rentre sur une thématique qui s'appelle la thématique de l'agroforesterie. Et on avait justement, lors des journées africaines sur la transition écologique, on avait l'ANADER qui était présent. Et le quatrième et dernier élément de ce matin, c'était justement l'intervention de l'ANADER sur l'agroforesterie. Pratique pour lesquelles l'ANADER met l'accent de plus en plus, c'est l'agroforesterie avec l'association de cultures vivrières et d'acacia. Vous voyez, aujourd'hui, quand une personne exploite une parcelle, ceux qui font des cultures pérennes ont tendance à aller faire leurs cultures vivrières en d'autres endroits, alors qu'il faut associer ces pratiques pour éviter de détruire d'autres parcelles afin de faire ces cultures en dehors. Ça permet même d'économiser, si vous voulez, de l'énergie et de l'argent. Pour ceux qui sont dans le nord, dans les cultures d'Anacad,
les dimensions pour planter l'anaca, c'est 10 mètres, 10 mètres. 10 mètres sur la ligne, 10 mètres entre les pieds. Vous voyez, tout cet espace qui reste, si l'exploitant ne met pas en valeur cette parcelle, il aura à dépenser pour venir désherber. Et très souvent, c'est de l'herbicide qu'ils vont acheter pour mettre dans les allées. Donc, pour protéger l'environnement, on les encourage plutôt à mettre des cultures vivrières, ce qui permet également de donner à manger à la population qui en a fortement besoin. Alors Cédric, quand on a vu ça, on a encore souvenance donc des pratiques ancestrales au niveau agroécologique. Et puis, quelles contraintes pourrait-on adopter pour l'intensification agroécologique? Ce sera pour terminer. Il nous reste seulement une minute. Oui, vous avez raison, parce que dans les pratiques ancestrales, on va retrouver de très nombreuses solutions pour être capable de répondre aux enjeux de maintenant. On avait parlé de nos termites avec le ZAI il y a déjà pas mal de temps. Donc, la première chose, comme avec l'agroforesterie, ça va être de dire, si jamais j'ai un arbre, je peux apporter de l'ombrage, je peux avoir une meilleure rétention d'eau, je peux créer un climat sur ma plantation. Et en fait, on va se rendre compte que dans le passé, il y avait déjà beaucoup de choses qui se faisaient. Il y a un arbre qui est magnifique, qui s'appelle l'acacia albida, et c'est un arbre que les populations du Nord utilisent beaucoup dans les plantations. Donc il faut ramener un petit peu ces pratiques-là, et puis arriver un peu à travailler le sol. Maintenant, la deuxième question, c'était comment parvenir à mieux vulgariser cela. Il y a un rôle qui est majeur, avant toute chose, c'est le rôle de la recherche scientifique. On a en Côte d'Ivoire, depuis les années 90, énormément de travaux qui ont été faits avec les partenaires internationaux, que ce soit la GIZ, l'AFD, etc. Malheureusement, ces travaux restent désespérément dans les tiroirs. Il faut les sortir des tiroirs, il faut les mettre sur le terrain, il faut les partager avec les populations. Il faut être pragmatique comme on sait l'être sur Matin Bonheur. Merci infiniment Cédric Lombardo pour ces informations-là. C'est sûr que les solutions sont trouvées, les méthodes existent, il faut juste les intégrer puis fédérer les forces pour pouvoir les mettre en place. C'est ça, absolument. Merci. Aussi simple. Merci Cédric, à la prochaine fois. Bonne journée.